Bonjour, merci pour cette présentation, Brice. Je suis très content aujourd'hui de venir ici parce qu'au-delà effectivement de mes connaissances en biologie, on va dire que j'ai toujours un peu tout démonté, essayé de tout comprendre. Et aujourd'hui, alors du coup oui, je fais de la bioimpression, mais j'ai amélioré tous ces systèmes-là justement en adaptant pas mal de processus. Et en fait aujourd'hui, j'amène pas mal d'informations et pas mal de choses intéressantes. Donc aujourd'hui, je suis très content de vous présenter ça. Alors le titre est un peu large parce que je savais pas forcément trop quoi présenter au début. Ça va parler surtout de modification et de création de custom G-code. Et derrière aussi le développement d'un micro-régulateur de température que j'ai développé complètement de A à Z. Donc juste un petit mot tout simple sur la présentation de la plateforme initiale. Donc on a ouvert il y a 18 mois tout juste. On est deux, je suis le responsable technique et j'ai un collègue qui est responsable scientifique. Et au-delà du fait qu'on est deux, en fait, je fais tourner la plateforme à moi tout seul, que ce soit sur la production des données, le développement des protocoles et accessoirement aussi la compréhension du système, parce qu'à la base, je connais juste l'impression 3D plastique parce que je me suis acheté une imprimante, mais derrière la bioimpression, j'y connaissais pas grand-chose. C'est une plateforme qui a été créée grâce au soutien de l'Université de Poitiers au Cancéropole, donc merci à eux pour cette belle initiative. Et aujourd'hui, donc, je vous présente finalement la seule et unique machine que je possède, qui est une imprimante plastique à la base, modifiée par les producteurs, donc Felix Printer. Et le gros avantage de cette machine, c'est que du coup, c'est pas une solution commerciale utile, c'est pas une machine qui est non plus très très chère. Et derrière, en fait, ça utilise que des solutions qui sont globalement open source. Et derrière, je peux aussi ne pas être limité sur l'utilisation des logiciels. Et donc derrière, pour la modélisation, j'utilise globalement Fusion 360 parce que je suis formé dessus. Mais au niveau du slicer, on peut prendre celui qu'on veut. Et en l'occurrence, j'ai pris Simplify 3D, juste parce qu'on peut faire des séquences d'automatisation relativement complexes. Donc l'idée de la bioimpression, c'est de faire la même chose qu'avec du plastique, sauf qu'on n'utilise pas du plastique, on utilise des cellules. Et ces cellules, on va les encapsuler dans ce qu'on appelle un hydrogel. Donc un hydrogel, ça va être quelque chose qui est biocompatible et biodégradable. On va l'adapter en fonction des différents types cellulaires. Ça va être de la gélatine, de l'alginate, de l'acide hyaluronique. Enfin, on peut l'adapter vraiment à chaque type. Et chacune de ces matrices va avoir des impacts, notamment en termes de manipulation et surtout de survie par rapport aux cellules. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on peut faire le choix soit d'encapsuler les cellules à l'intérieur, soit de déposer juste une matrice et de déposer par la suite des cellules dessus et étudier leur comportement au fur et à mesure. Donc ça va être conditionné sous forme de seringue, comme on peut voir ici, et finalement on va rajouter une petite aiguille ici, et finalement c'est ça qui va devenir mon filament et mon extrudeur. Et donc le but, c'est d'aller jouer avec des pistons au niveau de la seringue pour pouvoir aller presser la matrice et créer une structure en 3 dimensions. Donc à noter que tout ça, ça fonctionne surtout parce que ces biomatériaux sont thermosensibles. À l'image de la gélatine, quand elle est à température froide, elle va être figée. Quand elle est à température chaude, elle va être liquide. Et le but du jeu, c'est justement de trouver le point de fusion idéal pour pouvoir imprimer. Donc là, dans ce cas de figure, par exemple, on voit que la matrice était beaucoup trop chaude. Si on essaye de la déposer, alors c'est juste un quadrillage qu'on essaye de générer, mais si on essaye de la déposer, du coup, par simple capillarité, la matrice va s'étaler. Et si déjà sur une couche, elle s'étale, vous imaginez bien que sur 2, 3, 4 couches, c'est impossible. L'autre cas de figure, c'est quand ça va être trop froid. Cette fois-ci, on a un filament de la matrice qui s'extrude sous forme de filament, mais de manière un peu granuleuse. Et finalement, quand on essaie de reproduire ce quadrillage, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas du tout fidèle. Et indirectement, le deuxième effet très négatif à tout ça, c'est qu'on va exercer une pression beaucoup trop forte au niveau de l'extrusion. Et cette pression, au-delà du fait que ce soit pas beau, ça va être important, ça va être négatif sur la survie des cellules. Donc le but, c'est vraiment de se trouver à la température idéale, au point de fusion parfait de la matrice, qui dépend encore une fois à chaque fois de ces matrices, pour pouvoir l'extruder de manière uniforme et surtout d'avoir quelque chose qui est homogène et que l'on peut reproduire sur plusieurs couches. Donc l'avantage de cette technologie, d'un point de vue très biologique maintenant, c'est qu'on peut partir d'une structure. Donc là, on est sur un disque qui fait littéralement un demi-centimètre de diamètre pour 1 mm de hauteur. Et on est capable de mettre à l'intérieur des cellules. Donc l'aspect granuleux ici, finalement, ce sont des cellules. Et en se positionnant sur la périphérie, on peut voir
les stries d'impression. Alors oui, c'est pas parfaitement lisse, mais bon, on n'aura jamais cette précision. Un autre point important au niveau de la biologie, c'est qu'on est capable de phénocopier des comportements qu'on peut voir en 2 dimensions. Donc là, pour l'exemple, je vous mets ces 4 cultures de lignées de cancer colorectaux. Peu importe, c'est juste que les comportements qu'on peut voir sur ces 4 lignées différentes, en fait, ce sont les mêmes qu'on a vus en culture en 2 dimensions, mais qu'on peut reproduire en 3 dimensions. Et du coup, on peut aller plus loin dans la compréhension des mécanismes biologiques qu'il y a derrière. Et pour finir, alors du coup, autre petit exemple, cette fois-ci avec des cellules qui sont fluorescentes. Donc on peut faire de l'imagerie à fluorescence dessus, bien entendu. Ça dépendra forcément de l'épaisseur de l'objet. Mais l'autre avantage, c'est que l'impression va se faire de manière tellement stéréotypée qu'on peut se repositionner précisément au même endroit à chaque fois. Et on peut faire un suivi temporel assez fidèle au niveau de nos structures. Donc là, c'est vraiment la même structure. Je sais plus trop. C'est la même structure, on peut voir, il y a un petit ergot qui est par ici, qu'on retrouve par là. Et donc, en fait, on peut vraiment voir le comportement de ces cellules. Au début, elles sont très dissociées. Et au bout de quasiment 3 semaines de culture, eh bien, on a réussi à régénérer un tissu qui est au plus fidèle de ce qu'on pourrait espérer voir en biologie. Donc bon, je ne vais pas forcément trop vous apprendre comment fonctionnent les processus d'impression 3D de manière très générale, mais sachez que c'est exactement le même procédé que j'utilise. Hein. On part sur un objet en 3 dimensions, donc cette fois-ci beaucoup plus petit que ce qu'on peut faire pour les autres applications. On le passe dans un slicer, donc moi c'est Simplify 3D que j'utilise, et derrière le G-Con, on l'injecte dans dans l'imprimante, et derrière on peut obtenir un objet. À savoir que cet objet ici, il fait précisément 12 microlitres. Donc on est vraiment sur des volumes qui sont extrêmement petits et du coup il faut que j'ai un contrôle extrêmement fin sur le dépôt de la matrice et sur le comportement de la machine pour pouvoir avoir quelque chose qui soit le plus fidèle et surtout le plus reproductible. Donc derrière, ça c'est une des parties finalement de mon boulot, c'est de créer des G-codes custom pour absolument toutes les expériences que les gens veulent faire. Ça c'est probablement un condensé de tout ce qu'on a pu me demander de manière très complexe, à savoir une impression dans une plaque de culture en 6 puits, avec 5 objets par puits traités de manière indépendante. Et derrière, j'ai dû créer tous les modèles d'évitement pour aller se positionner sur le premier puits, créer des modèles d'évitement au niveau des structures indépendantes en tant que telles, pour pouvoir me déplacer et surtout ne jamais taper les rebords de ma boîte de pétri, qui finalement devient mon plateau. Donc là, ici, j'ai juste intégré un modèle 3D à l'intérieur de mon plateau. C'est visuel, c'est dans l'objectif de pouvoir rendre la chose accessible aux utilisateurs, même s'ils connaissent absolument rien. J'ai tout automatisé, à savoir qu'on a juste des menus déroulants pour choisir les tailles des seringues, les hauteurs de couches, etc. Et donc là, au moins, on est sûr que visuellement, on n'aura pas de défaut lors de l'impression. Donc là, je vous présente ça en plaques de 6 puits, mais j'ai tout adapté aussi pour des plaques de 12, des plaques de 24. Je ne peux pas faire plus parce qu'au bout d'un moment, c'est mon extrudeur qui va bloquer, mais j'ai aussi fait ça en boîte de culture, en boîte de pétri standard. Enfin, voilà, j'ai tout adapté et aujourd'hui, je fais vraiment je crée des profils d'impression sur mesure selon ce que les personnes ont besoin de faire. Donc, je vous ai montré des super profils bien complexes, mais déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe déjà avec un profil très simple. Donc là, c'est la même chose que je vous ai montré juste avant, sauf qu'on n'a qu'une seule structure par puits. Et déjà, sans aucune modification, sans rien, en utilisant les paramètres d'usine, on voit que le premier puits d'impression n'est pas parfait, le deuxième se lisse, le troisième devient bien, le quatrième est pas mal, et puis derrière, on perd totalement la fidélité de la forme. Alors ça, c'est dû au fait tout bête que en fait, j'utilise donc des seringues, comme je vous ai dit, que je mets dans la machine. Et derrière, mon extrudeur est finalement un petit embout en métal qui est à l'extérieur et qui ne va pas du tout être isolé. Enfin, du coup, qui va être à l'air et qui va être sensible à la température. Une solution toute simple, c'est d'aller isoler cette aiguille pour pouvoir essayer de maintenir au moins localement la température. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fin d'impression, on conserve la fidélité. Au début, par contre, on n'est pas encore parfait en termes de comportement au niveau de la matrice. Donc la réalité, c'est que la fidélité de mes pièces va dépendre de la température. D'une part, de la matrice, oui, mais d'autre part, de la température ambiante qu'il y a dans ma pièce. Au-delà de ça, je peux jouer un peu sur les paramètres de température, les paramètres de vitesse, je peux tout modifier en temps réel pour adapter, essayer de générer des structures qui sont plus fiables.
Le problème, c'est que du coup, c'est hyper contraignant et aujourd'hui, il n'y a que moi et mon expérience qui peut estimer, tiens, c'est le bon moment pour imprimer et ça va fonctionner. Et derrière, là, je vous présente des systèmes où on est à une seule extrusion, mais mon objectif final, c'est quand même de pouvoir utiliser les 2 têtes d'extrusion que j'ai sur ma machine. Et derrière, vous imaginez bien que si j'ai un extrudeur qui reste en stand-by pendant ne serait-ce que 2-3 minutes, eh bien, je serais incapable de récupérer du coup une matrice à bonne température et faire une impression fidèle. Donc, pour comprendre pourquoi c'est aussi compliqué la température, c'est que moi, je travaille du coup tout au fond de cette pièce sous un flux laminaire pour conserver la stérilité. Et je partage la pièce avec le plateau de cytométrie de l'université. Donc, il y a 2 cytomètres qui sont aussi présents dans la pièce et un gros trieur qui chauffe beaucoup. Donc, quand toutes les machines fonctionnent, il fait 25 degrés dans la pièce, je ne peux même pas travailler, c'est fini. En revanche, s'il n'y a que quelques utilisateurs qui sont là, à ce moment-là, moi je joue sur la température ambiante, je mets la clim au maximum, donc en général je travaille à peu près 18 degrés, et derrière je me retrouve dans un environnement où c'est plus facile pour moi d'aller chauffer et maintenir ma matrice à température. Sauf que, comme je vous l'ai dit, eh bien, j'ai le bout de mon extrudeur qui est à l'air libre, et en plus de la température sous un flux laminaire, eh bien, du coup je vais avoir du vent et un refroidissement au niveau de ma tête d'impression, ce qui ne m'aide pas du tout. Et donc pour ça, j'ai pensé à essayer de créer un régulateur de température que je vais aller localement positionner au niveau de la tête d'impression et le maintenir, mais de manière active cette fois-ci. On a vu que de manière passive, ça ne suffisait pas forcément. Donc pour cela, j'ai réfléchi à quel système d'asservissement je pouvais utiliser pour maintenir la température. Donc, je ne vais pas vous les présenter en détail, mais le premier, c'est les systèmes d'asservissement à boucle ouverte. On applique une consigne, donc ici la température. On a un contrôleur qui interprète la consigne qu'on lui a donnée et il donne une sortie. Ici, ça va être la chauffe au niveau de la tête d'impression. Donc ça, c'est vraiment des systèmes binaires, ça va être on-off. On peut éventuellement définir 40%, 50%. C'est vraiment les systèmes qui sont appliqués pour l'éclairage public, un grille-pain ou l'arrosage automatique. Le problème, c'est que c'est pas du tout adaptable, c'est un contrôle fixe et ça va pas du tout être adapté aux petites variations de température et accessoirement aussi aux grosses variations de température. L'autre solution, c'est les systèmes à boucle fermée où cette fois-ci, la consigne est envoyée au contrôleur qui envoie du coup un signal à notre sortie, donc la chauffe encore une fois. Et dans ce genre de système-là, en fait, on récupère en temps réel la sortie, en tout cas une mesure au niveau de la sortie, on calcule une erreur, on la renvoie au contrôleur et on ajuste en temps réel la température. Et cette rétroaction, elle nous permet justement d'être extrêmement dynamique et d'avoir un contrôle de régulation qui va être très précis. Et donc c'est vraiment des systèmes qui sont utilisés dans l'industrie sur le contrôle des moteurs de drone ou le régulateur de vitesse de votre voiture, par exemple. Ces systèmes à boucle fermée, c'est ce qu'on appelle aussi la régulation proportionnelle intégrale dérivée. C'est une formule mathématique qui est très complexe, que je vous ai simplifiée. Et au final, ce qu'on va conclure, c'est que la sortie, donc ici, qui va être notre valeur de chauffe, elle va être dépendante de 3 paramètres qui sont eux-mêmes dépendants de l'erreur en question qu'on mesure. Et voilà, donc pour vous illustrer ça, j'ai fait des petites simulations informatiques, pour ceux qui ne connaisseraient pas trop le système. Donc en gros, le premier facteur, on met tous les autres à 0. Le premier facteur qui va être le gain proportionnel, en gros, on va le mettre de manière à ce que plus l'erreur est éloignée, plus on va essayer de se rapprocher vite de notre consigne. Donc ici, la consigne, c'est 1. Et en gros, on a 3 grosses valeurs de valeurs proportionnelles. Et plus la valeur est haute, plus on arrive à se rapprocher de la consigne. Par contre, on n'arrive toujours pas à la consigne en tant que telle. C'est là qu'intervient le deuxième facteur, donc le facteur intégral, qui celui-là va prendre en compte l'erreur sur la courbe au cours du temps. Et de cette manière, on peut se rapprocher au plus vite, et en tout cas au plus stable, de notre valeur cible. Le problème, c'est que si elle est trop haute, on génère des oscillations, et si elle est trop basse, on a un système qui est trop lent. Donc ça, c'est les 2 premiers. Et le troisième paramètre, donc le paramètre dérivé, qui lui finalement apporte pas forcément grand-chose dans mon système, mais qui permet de stabiliser le système au cours du temps et surtout qui permet de légèrement atténuer la montée en température, dans notre cas, sur le système. À savoir que si la dérivée est trop grosse, on génère des oscillations déjà au début. Alors ici, sur la simulation, ça ne marche pas, mais s'il y a des grandes variations de température aussi, dans mon cas, j'aurai des énormes oscillations sur la stabilité et du coup, le système n'est pas stable.
Donc voilà, donc ça c'est un résumé assez simple de ce système. C'est vraiment pas très compliqué, c'est juste très long à mettre en place et à trouver les bons paramètres. Le paramétrage de ce système est assez complexe. Donc voilà, donc j'ai essayé de réfléchir à comment je pouvais intégrer ce régulateur PID, notamment au niveau de ma seringue, et surtout comment je pouvais le miniaturiser au maximum, parce que j'ai très peu de place, de 1 au niveau de la seringue, et de 2 dans mon environnement de travail. Donc voilà. Donc au niveau du cahier des charges, j'avais quelques contraintes. La première, c'était qu'il me fallait absolument 2 pins de convertisseur analogique vers numérique au niveau de mon microcontrôleur. Et surtout, je voulais absolument au moins 10 bits de résolution en termes de résolution, tout simplement, pour être au plus précis. Et derrière, de manière un peu empirique, au niveau de la chauffe, j'avais estimé, donc ça j'ai testé, qu'il me fallait 2 résistances de 200 ohms pour être le plus homogène et le plus rapide, ce qui me génère du coup une puissance dissipée de 125 milliwatts par résistance et un courant tiré sur les 2 résistances ensemble de 50 milliampères. Donc, pour pouvoir créer ce régulateur, je suis parti sur un RP2040, c'est un Raspberry Pi Pico, il satisfaisait absolument tout ce dont j'avais besoin en termes de microcontrôleur. Il est assez rapide et puis surtout il y a 2 cœurs, c'est assez intéressant aussi à utiliser. À ça, j'ai intégré un petit écran LCD pour pouvoir avoir un retour en temps réel et surtout une interface utilisateur la plus simple possible et une manipulation avec un encodeur rotatif derrière. Pour le reste, c'est assez simple. J'ai pris une thermistance, donc c'est une résistance variable dont la résistance va être modulée en fonction de la température ambiante. Donc c'est parfait comme capteur pour moi, c'est relativement petit. Pour la chauffe, du coup, je suis parti sur des résistances SMD, donc d'un demi-watt de puissance dissipée maximum. J'ai intégré des pattes thermiques à l'intérieur et de la gaine thermorétractable. On verra pourquoi après. Et vu qu'on avait 50 mA de tiré au niveau de mon système de chauffe, du coup, je suis obligé de passer par des transistors pour pouvoir tirer tout ça. Derrière, le dernier point limite, c'était qu'est-ce que je choisis comme fil, parce qu'encore une fois, il me faut un truc compact, fin, et surtout, il faut que j'arrive à avoir un maximum de rendement. Donc je suis parti sur du fil de cuivre émaillé, donc c'est des fils de bobine. Et ces fils de bobine, du coup, en tout cas, j'ai pris celui-là à 0,2 mm, parce que du coup, ça me permet un courant maximum théorique de 130 mA. Donc avec tout ça, normalement, je suis tranquille et mon système devrait fonctionner. Donc le système, une fois fini, il ressemble à ça. Donc forcément, je l'ai encastré dans un boîtier en 3D, pas très compliqué pour moi. Au niveau de l'interface, du coup, j'ai les 2 seringues en temps réel. Donc le soft est fonctionnel pour les 2 seringues en temps réel pour l'instant. Donc j'ai un retour de la température avec une fréquence d'échantillonnage de 500 millisecondes. Donc ça, c'est pas forcément très important, mais j'avais envie de l'avoir rapidement. Derrière, j'ai créé toute une interface de menu avec l'encodeur rotatif où je peux me déplacer dans le menu, choisir d'activer ou non la seringue 1, activer ou non la seringue 2 de manière indépendante. Et derrière, il y a une option 7 qui me permet d'aller moduler du coup la température cible localement au niveau de mon système de manière indépendante pour les deux seringues. Et derrière, j'avais intégré un module que j'avais appelé Hot qui me permettait juste de chauffer à fond le système dans le cas où ma buse se bouchait. Le truc, c'est que finalement, ça marche tellement bien que j'en ai plus besoin. Donc voilà, donc ça, pour cette partie-là, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus dur. La difficulté, ça avait été d'intégrer surtout les 2 résistances SMD et la thermistance localement au niveau de mon aiguille. Et donc je voulais vraiment en avoir une ici et une au niveau de l'aiguille pour pouvoir avoir une chaleur qui est au moins homogène en termes de dissipation. Et donc c'est là qu'intervient les pattes thermiques et la gaine thermo, c'est que finalement j'ai encapsulé tout ça à l'intérieur et j'ai chauffé du coup la gaine thermo pour avoir quelque chose qui se moule et qui fit au mieux. Et au final, on a un système qui est vraiment enfichable sur mes seringues que je peux retirer et remettre directement. Et derrière, du coup, chauffer localement mon aiguille et la maintenir à température. Donc voilà, donc au niveau du programme, donc l'avantage du Raspberry Pi Pico, c'est qu'il se pilote aussi en Arduino. Du coup, c'était pas trop compliqué, je connaissais assez bien ce langage de programmation. Au niveau du premier cœur, ce que j'ai choisi, c'est d'utiliser uniquement pour tout ce qui va être mesure de température, calcul et du coup intégration au niveau du signal PID. Donc déjà, on récupère le signal analogique, cette fois-ci en 10 bits pour être le plus précis possible. J'ai une partie de mon code qui sert juste à faire du filtrage de signal, alors c'est numérique pour l'instant.
Il s'occupe après de convertir cette valeur analogique en degrés, l'intégrer dans le PID, et en fonction de ce que va me ressortir le PID, une sortie en signal analogique, enfin pas analogique, en PWM, cette fois-ci en 10 bits. Du coup, théoriquement, si tout fonctionne bien, je suis capable avec un bit de chauffer 0,25 milliwatts au niveau de ma seringue, donc j'ai une relativement belle précision, mais ça me permet d'être le plus stable possible. Et donc derrière, j'ai une fréquence d'échantillonnage qui est de 200 millisecondes, mais ça c'est directement lié au PID. J'ai pas voulu que ce soit trop rapide, parce que sinon il pouvait fonctionner vraiment en temps réel. Au niveau du deuxième cœur, du coup, je l'ai dédié à 100% pour la gestion de l'interface graphique, la gestion du menu, la gestion de l'encodeur rotatif, et derrière, la gestion des logs et de la communication sérielle, justement pour avoir la possibilité derrière de vous montrer quelques courbes. Donc voilà, donc là c'est vraiment le retour en temps réel du régulateur, comment il fonctionne. Donc en vert, on a la température cible, donc ici pour la démonstration ça va être 26 degrés. En violet ici on va avoir la température, et en orange on a la sortie analogique, enfin la sortie PWM de mon microcontrôleur du coup en 10 bits. Et donc ce qu'on voit c'est qu'assez rapidement, en quasiment un peu moins de 2 minutes, on arrive à température, encore une fois sous un PSM, donc sous flux laminaire, dans les conditions qui sont du coup horribles pour moi à la base. Et on voit que le système se stabilise très très bien et que j'arrive à maintenir une température stable au niveau de l'aiguille. L'autre avantage de ce système-là, c'est que du coup, il est très fonctionnel au niveau des gestions de variation de température. Donc là, je l'avais juste stabilisé, encore une fois, à 28 degrés, et je me suis juste amusé à souffler dessus localement pour baisser la température. Et on voit que le système est très réactif et qu'il maintient la température assez vite à la bonne température. L'autre avantage de ce système, et du coup l'utilisation de l'encodeur rotatif, c'est qu'en temps réel, je peux aller modifier la température souhaitée. Admettons, j'estime que c'est trop chaud, je veux baisser. Eh bien, du coup, je baisse ma température cible. Le microcontrôleur, lui, du coup, arrête de chauffer. Quand il estime que la température revient à bonne température, il récompense, et du coup, on peut stabiliser assez rapidement et créer des variations de température assez fidèles, du coup, qui me permettent de stabiliser le système en temps réel si jamais j'ai besoin de changer le système. Donc voilà, donc maintenant, on va enfin voir quelques vidéos si ça fonctionne. Donc là, c'est vraiment un système où en gros, j'ai injecté un custom G-code qui va faire deux choses. Donc la première vidéo, vous allez voir deux lignes d'extrusion qui vont être effectuées. La première, elle sert exclusivement à mettre la buse en pression, donc ça ne va pas être parfait, c'est normal. Il y a une deuxième ligne qui va se produire, et cette deuxième ligne-là, c'est celle qui du coup reproduit parfaitement les conditions de l'impression que je vais effectuer après. Donc si cette ligne de purge initiale est entre guillemets correcte, ça veut dire que le reste du système fonctionnera. Donc là, dans un cas de figure où on est vraiment sans régulation active, alors désolé, la vidéo n'est pas extraordinaire, on voit qu'il y a des petits dépôts par-ci par-là. Donc ça, encore une fois, c'est parce que la buse n'est pas forcément très très bien en pression. Et la deuxième ligne, on est théoriquement dans les meilleures conditions. Et on voit que sans régulation active, on a un dépôt qui est toujours très peu homogène. Donc ça, c'est problématique parce que du coup, en termes de fidélité, on se retrouve vraiment dans ce que je vous présentais au début. C'est pas forcément très très beau. Maintenant, si littéralement on attend 5 minutes après cette séquence-là et qu'on essaye de réimprimer, voilà, on ne voit pas forcément, mais je vous garantis qu'il n'y a absolument rien qui se dépose. Donc là, je vous ai fait juste une petite photo de cette lamelle test. Donc on voit vraiment la première ligne de purge, la deuxième ligne de purge, et on ne voit pas la troisième parce qu'elle n'existe pas vu que rien n'est sorti. Et du coup, grâce à ce contrôleur, même si ce n'est pas l'utilisation première, on peut voir la température en temps réel du microcontrôleur. Donc là, la cible ne fonctionne pas parce que le contrôleur est éteint, mais en gros, au début, on est bien à peu près à 25 degrés, et on voit qu'au bout de 5 minutes, on a perdu globalement 2 degrés. Et 2 degrés, ça suffit à ne plus pouvoir extruder de la matrice, et donc forcément, derrière, je ne peux plus faire grand-chose. Maintenant, je vais vous présenter exactement la même séquence de configuration, mais avec le régulateur actif. Donc la première ligne, encore une fois, c'est la ligne de purge. Elle n'est pas extraordinaire, mais c'est pas grave. Le but, c'est justement de purger tout ce qui n'est pas beau et de faire en sorte que le reste sera parfaitement homogène. Et derrière, on passe sur la deuxième qui reflète le comportement de la matrice, et on voit que cette fois-ci, le flux est parfaitement continu. Donc le système fonctionne très très bien dans les cas de figure de petites variations, mais surtout ce qui est extraordinaire maintenant, c'est que si j'attends 5 minutes, donc j'ai rien touché entre-temps, je relance une séquence, on voit
pas très bien, je suis désolé, mais la matrice se dépose effectivement de manière extrêmement linéaire. À savoir que sur ces lignes de purge, alors oui, c'est de la purge, c'est pas forcément très important, mais on dépose 1,5 microlitres de matrice. Donc la précision, après 5 minutes de temps mort, elle est quand même très très fine. Et donc pareil, là je vous représente du coup la première ligne de purge. La deuxième qu'on voit plus trop parce que je pense qu'elle a séché, mais elle est par là. Et c'est cette troisième ligne de purge qui arrive du coup 5 minutes après. Et en temps réel, du coup, on voit comment se comporte le régulateur et on voit que la température est restée parfaitement stable au niveau du système. Et donc l'avantage de ça, c'est que ça veut dire que maintenant, même si je joue en double extrusion, et du coup, je peux maintenir la température sur les deux contrôleurs et derrière, je peux littéralement faire ce qui me plaît avec cette machine. Donc là maintenant, on sait que ça fonctionne. Je vous ai juste mis une petite vidéo du fonctionnement en temps réel. Alors, je suis désolé pour la qualité. Pour le coup, j'ai détourné une webcam que j'ai scotchée sur mon extrudeur en contre-plongée. Donc c'est vraiment pas extraordinaire, mais ça me suffit pour vous présenter des choses. Donc finalement, merci pour cette présentation avant. Donc voilà. Donc là, j'ai fait la séquence de purge. Je vous la passe. Mais derrière, on voit que direct, on engage la production du système. Et du coup de manière parfaitement homogène avec quelque chose qui est correct en termes de température. On voit qu'il y a un tout petit dépôt ici qui s'est fait ici. Ça, je peux jouer sur quelques petits paramètres de rétraction. Je ne souhaite pas forcément trop le faire pour ne pas exercer beaucoup de pression sur les cellules, mais vu que je me déplace légèrement à côté de la structure avant, en gros, j'essuie localement ma buse et ça suffit. Donc là, ce qui est quand même intéressant de noter, c'est qu'on a une précision qui est assez fine. On est sur des couches de 200 microns. On va juste faire 3 couches pour ce système-là. Mais on arrive à faire des objets donc, de 600 microns d'épaisseur pour des couches de 200 micromètres. Et on a une fidélité qui reste parfaitement cohérente et un système qui fonctionne du coup parfaitement. Donc voilà. Bon, là, c'est la dernière couche qui va se finir. Ce qui est intéressant de noter avec ce système, c'est que du coup, même si ce n'est pas l'utilisation première, j'ai accès en temps réel du coup, à la température au niveau de mon contrôleur. Et du coup, là, je vous ai juste à noter les différents puits, à quel moment ils se sont engagés. Et on voit que le contrôleur a de lui-même modulé la température pour faire en sorte qu'elle soit le plus stable possible. Alors, en l'occurrence, pour cette manip, aux alentours de 25 degrés, mais on voit encore une fois que le système est adapté pour toutes les températures. Et donc, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir qu'au début, les premières images que je vous montrais, les 2 premiers puits n'étaient pas extrêmement fidèles. Là, maintenant, ils sont parfaitement fidèles et on arrive à reproduire ça de manière parfaitement autonome. Et le gros avantage aussi de ce système-là, c'est que là, par exemple, je vous présente une plaque 6 puits parce que l'utilisateur voulait 6 puits. Mais maintenant, si il en voulait une deuxième, je change la boîte, j'ai pas de problème, je relance la séquence et c'est tout aussi pareil. Et donc voilà. Et donc pour finir, du coup, je vous ai présenté tout à l'heure un custom G-code très complexe dans lequel on avait énormément de modèles. Voilà l'application directe de ce système-là, c'est qu'aujourd'hui je peux accéder alors à la demande de l'utilisateur et faire les 5 objets par plaque 6 puits de manière parfaitement homogène. À savoir que sur cette manip-là, le temps d'impression c'est quand même 30 minutes, donc il faut réussir à tenir la course, faire en sorte que la pression soit la plus homogène. Il ne faut pas obliger qu'on travaille avec des cellules et que le but c'est surtout de les affecter le moins possible. Et derrière, surtout ce qui était très intéressant, c'est que là on a la totalité de la manip, donc ça dure à peu près 40 minutes. J'ai mis 10 minutes à setup mon système, 10 minutes à globalement trouver la bonne température et faire en sorte que tout soit stable. Et derrière, l'impression s'est déroulée de manière parfaitement homogène. Donc ça a duré 40 minutes, mais pendant 30 minutes, j'étais juste derrière la machine à attendre que ça se passe. Donc j'ai vraiment gagné énormément de temps en calibration et en précision. Donc voilà, donc en conclusion, vraiment c'est un petit système qui n'est pas forcément très compliqué à mettre en place, mais derrière j'ai gagné énormément de temps, notamment au niveau de la préparation et surtout au niveau du contrôle de l'écoulement et de la reproductibilité de mes objets. J'ai une meilleure du coup, gestion aujourd'hui de la double extrusion avec ce système-là et surtout toujours avec cette volonté de faire en sorte que la viabilité cellulaire ne soit absolument pas affectée. Derrière, il y a encore quelques petites choses que j'aimerais améliorer, notamment le filtrage du signal, parce que du coup, il y a beaucoup de variations. J'ai encore quelques petites choses à améliorer, mais je voudrais un filtrage plutôt analogique que numérique. Et derrière, j'aimerais pouvoir moduler aussi l'adaptateur, le rendre plus facile d'accès, parce que là, avec la gaine thermorétractable et les micro-soudures, ça passe, mais c'est quand même contraignant. S'il y a de la casse, ça va être
difficile pour moi d'en refaire. Et puis surtout, il faut que j'intègre la deuxième technique d'extrusion. Alors ça, je ne l'ai pas fait juste parce que mon fer à souder m'a lâché. Donc bon, c'est une petite contrainte technique. Donc voilà, donc je tiens, juste pour finir, je voudrais remercier du coup l'équipe Prodicé qui m'accueille, surtout le professeur Lucie Carayan-Tapon et le docteur Pierre-Olivier Guichet, qui sont à l'initiative de la création de cette plateforme, et bien entendu le Cancéropole et l'université, et puis surtout toutes les équipes de recherche qui travaillent avec moi. Il faut dire qu'en 18 mois, j'ai déjà 7 projets de recherche en local sur Poitiers, avec une seule machine. Je suis plutôt content de ce que j'ai réussi à faire, et j'espère que ça continuera encore longtemps. Et oui, du coup, j'ai réussi à imprimer le logo de la plateforme avec des cellules. Donc c'est juste pour vous dire qu'on peut faire vraiment ce qu'on a envie avec, on peut avoir des très belles idées et des très belles choses à faire. Voilà, merci beaucoup.